Pardonnez-moi. Avec le matin dimanche. Tidjane Thiam, bonjour. Merci de m'avoir invité, Monsieur Darmanin. Vous êtes directeur général du Crédit Suisse à un moment crucial, les résultats de la banque, la stratégie de la deuxième banque de Suisse, votre figure internationale de grand banquier très reconnue, avec des heures plus agitées en Suisse, la situation de la finance en général. Un mot d'abord des lieux où nous sommes. Paradeplatz, Zurich, ça reste la magie de la finance en Suisse. Ça fait 4 ans que vous êtes là. Absolument. Toujours la même magie? Oui. Oui. Peut-être un instant d'hésitation avant de dire oui, parce que Pourquoi? ça a été 4 années bien remplies, 3 années de restructuration profonde, et enfin cette année, la première année où nous fonctionnons de façon à peu près normale, avec la banque restructurée, et donc très content d'annoncer plus d'1 milliard de profits aujourd'hui, au 3e trimestre. C'est le 3e trimestre d'affilée où nous faisons plus d'1 milliard de profits. C'est nouveau pour notre banque. Le contexte international, vous aviez été un des premiers en 2008 à dire votre inquiétude avant la fameuse crise. Aujourd'hui, de nouveau, beaucoup de gens disent « ça marche trop bien, la bourse a trop bien marché ». Est-ce que c'est vrai? Écoutez, il y a plusieurs choses qui se passent. Il y a d'abord la force de l'économie américaine, qui a surpris tout le monde, qui est réelle, et qui est basée sur une chose, l'innovation. Les gens disent la technologie n'est qu'une des manifestations de l'innovation. Ça reste les meilleurs pour ça? Absolument. Ouais. Ça reste vraiment le pays de l'innovation. Et ça tire l'économie américaine. Alors ce qu'on a eu en plus avec l'arrivée du président Trump, c'est une impulsion fiscale très forte. La baisse des impôts a quand même renforcé, accéléré la croissance. Donc c'est aussi grâce à Trump? C'est grâce aux réductions d'impôts qu'il a amené, si vous voulez, que l'expansion s'est prolongée. Plus longtemps, il y avait 2 ou 3 années d'expansion inclus dans les mesures qu'il a prises. Ça, c'est du côté positif. Du côté négatif, on a bien sûr le problème du commerce et toutes les discussions avec la Chine, qui au début ont eu peu d'impact, mais qui, 2-3 ans après, commencent à vraiment ralentir la croissance chinoise. Nous, on le voit bien dans nos activités asiatiques, où on a vu la Chine baisser d'à peu près 18% d'année sur année. Donc ça commence à avoir un effet sur l'économie réelle et c'est ça qui inquiète tout le monde. Je vous posais la question de Trump, c'est l'homme obsédant aussi en économie. Ce qui se passe, c'est un peu grâce à lui, vous l'avez dit, mais c'est en dehors de lui ou bien cette espèce d'optimisme qu'il incarne, ça joue? Je ne veux pas donner une réponse politique, mais je pense que l'optimisme est complètement consubstantiel de l'âme américaine. Ouais. C'est un pays très très positif et avant Trump, pendant Trump, après Trump, cet optimisme sera toujours là. Et j'en parlais hier à notre réunion dans le Moyen-Orient, ajoutons à ça l'immigration qui est quand même un ingrédient absolument clé du modèle américain. Aucun des fondateurs de Google n'est né aux États-Unis. Ouais. Donc quand on voit la contribution que Google fait à l'économie américaine, à l'économie mondiale, cette ouverture aussi est très importante. On disait que plus de 100 000 ingénieurs indiens vont à l'université aux États-Unis chaque année. Donc tout ça. C'est intéressant ce que vous dites, hein, le brassage des cerveaux, ça reste, aux États-Unis, c'est ce fait d'attirer les cerveaux, ça reste une force incroyable. Absolument. Plus de 60% des prix Nobel américains ne sont pas nés américains. Ouais. Donc ils ont une politique explicite d'importation de cerveaux de premier plan. Ça, c'est un danger, en Europe, de se racornir un tout petit peu, de pas. Alors, il n'y a jamais eu autant de tradition de migration, mais le risque est encore plus grand. C'est un sujet compliqué, comme vous savez. En fait, le problème, ce n'est pas l'immigration. Le problème, c'est le manque de perspective et le manque de croissance économique. Ce qu'on voit, c'est que dans toutes les périodes où les gens ont confiance dans l'avenir, ils sont plus aptes à admettre un afflux. Quand on a l'impression que le gâteau se rétrécit, on a quand même moins tendance à vouloir le partager. Donc le problème, c'est de faire en Europe les réformes structurelles qui ramèneront la croissance. Et la Suisse, de ce point de vue-là, est un exemple, je pense, parce qu'elle est complètement différente des autres économies de l'eurozone en particulier. On a un rapport de la dette publique au PIB qui est de 40%, ce qui est complètement inconnu en Europe, un chômage de 2%, des finances publiques en excédent, ce qui est aussi inconnu en Europe. Donc, ce qui montre est quand même une population étrangère assez large. Ce qui montre que quand les conditions sont réunies, l'Europe peut accueillir.
Ça fait 4 ans que vous êtes là. Le modèle suisse, on voit que ça vous fascine. Hein. Là, Absolument. vous avez découvert à quel point. C'est quoi le secret? C'est le libéralisme? C'est quoi? Ah, c'est pas à moi de vous dire. Non, C'est ma mais- perception. Ah bah si. Écoutez, je pense que la démocratie, Ouais. la démocratie et Directe. la démocratie directe, la vraie décentralisation, Ouais. sont vraiment au cœur du succès. Et beaucoup de systèmes en parlent, peu le font. Alors qu'ici, le civisme, l'engagement des citoyens est réel. La crainte récurrente, c'est la bulle. La bourse a flambé. Est-ce qu'il y a une bulle? Ah, c'est difficile à dire. Écoutez, je pense que d'une manière détournée, c'est une question sur les taux d'intérêt que vous me posez, je pense. Les taux d'intérêt négatifs, vous savez bien que dans le secteur financier en général, ils ne sont pas très populaires. Parce que toute la base quand même de la finance, c'est qu'on renonce à une somme d'argent à un instant donné en échange d'un espoir d'avoir plus d'argent plus tard. C'est la base de la manière la plus simple de décrire la finance. Ce n'est pas donc prendre une somme d'argent à un instant donné et recevoir moins plus tard, ce qui est quand même la base des taux d'intérêt négatifs. Donc c'est clair que ça pose beaucoup de problèmes dans l'économie et que donc en fait les prix des actifs réels montent parce que c'est un des seuls moyens d'obtenir une rentabilité en cash sur son investissement. Dans cette même émission, nous recevions Nicolas Hulot, nous recevions Greta Thunberg qui disait voilà, ce moment où le loyer de l'argent est si bas, ou même l'argent vaut bien, est-ce que c'est le moment d'un plan Marshall vert, c'est-à-dire d'emprunter, pour les États notamment, hein, d'emprunter massivement pour l'écologie? Écoutez, moi j'avais proposé il y a quelques années, quand j'étais en Angleterre à George Osborne, de faire un plan avec en fait l'industrie de l'assurance. On s'était engagé dans l'industrie de l'assurance à investir 25 milliards de dollars dans les infrastructures. En prenant justement, en tirant avantage de ces taux d'intérêt bas, je crois que ce qu'il faut faire, c'est les utiliser pour des investissements à long terme. Donc des choses qui ont des externalités, des effets positifs sur l'économie, l'infrastructure notamment, parce que ça permet aussi de lutter contre le chômage. Donc en particulier des infrastructures de production d'énergie propre pourraient être plus facilement financées dans cette période. Et en fait, je suis assez fier d'annoncer qu'on vient de nous, Crédit Suisse, de faire une émission d'obligation pour la ville de Genève hier, ce qu'on appelle un green bond, et qui est donc censé financer des investissements positifs pour l'environnement. Monsieur Hermotier était notre invité il y a quelques semaines. Il disait voilà, il y a quand même dans le monde de la finance suisse, le beau temps est passé. Il y a quelque chose qui est passé. C'est votre sentiment? Je suis peut-être mal placé pour juger, parce que moi je suis arrivé à une période peut-être difficile. Crédit Suisse, quand je suis arrivé, était classé par le FMI dans les 3 banques les plus dangereuses pour le système financier international. C'était écrit dans les rapports du FMI. Donc mon mandat, c'était vraiment de sortir le Crédit Suisse de cette position un peu enviable. Parce que nous avons réussi. Je dis, ce n'est pas juste mon fait, c'est le fait de toutes les équipes du Crédit Suisse. Et je pense qu'il y a de très belles perspectives. J'avoue, moi, j'ai peut-être un sentiment différent. Qu'est-ce que c'est, pardon, encore aujourd'hui pour un client, le fait d'aller dans une banque suisse, notamment Crédit Suisse, vous avez ces bons résultats-là, qu'est-ce qui fait qu'on reste attractif? Le premier point, ce sont nos collaborateurs. Ouais. Je rencontre beaucoup de clients. Je vois plus de 300 clients par an. Et je leur demande toujours, alors, est-ce qu'on s'occupe bien de nous? Et la réponse, invariablement, est 5 minutes de compliments sur la personne qui s'occupe de la personne. Monsieur un tel, madame une telle. Donc les gestionnaires, ça reste capital. On est un métier de contact, un métier de personne, et ça c'est fondamental. Après arrivent toutes les plaintes sur le chèque, le paiement qui est arrivé trop tard, etc. Ce qu'on admet et qu'on essaie d'améliorer. Donc la guerre pour le recrutement, c'est pas une légende. Entre l'UBS et vous, entre les grandes banques, vous vous arrachez les meilleurs? Je n'utiliserai pas peut-être le mot guerre, mais c'est avoir les personnes qu'il faut, c'est très important. Mais vous observerez, moi, dans mon équipe, qui est vraiment, je pense, une très, très, très bonne équipe, je n'ai fait, depuis que je suis arrivé, pour des nominations, que des promotions internes. Donc, mes 5 dirigeants de division sont des gens qui viennent du Crédit Suisse, et je passe beaucoup de temps, j'ai mis en place des programmes très appuyés de développement des ressources internes, ce qu'on appelle un strong bench. Donc, quand il y a des départs, les remplacements sont relativement faciles. Il faut investir sur le long terme plutôt que faire des coups. Dans la concurrence sur le recrutement, il y a eu l'affaire de la surveillance ratée de M. Iqbal Khan, grand scandale. Alors l'enquête interne en Burger a défini que vous n'étiez pas au courant, mais vous savez que ça a laissé un scepticisme. On s'est dit, comment se fait-il que le directeur général ne soit pas au courant? Qu'est-ce que vous répondez à ça? Absolument. Écoutez, tout d'abord, merci de nous donner l'occasion d'en parler. Je pense que c'est la première fois que je le fais
Vous aurez observé que j'ai gardé le silence pendant toute cette tempête médiatique. J'ai 2 ou 3 choses à dire là-dessus. Premièrement, c'est une affaire qui est regrettable, sur le fond. Les personnes qui sont identifiées, qui ont pris la décision de faire cette surveillance, pensaient agir pour la protection des intérêts de la banque. Ça, je leur dois de dire ça et je serai invariable là-dessus. C'est une réalité. Après, effectivement, c'est une chose qui a été mal exécutée et je peux... Amateurisme. Pardon, oui, je peux vous dire que je n'ai à aucun moment autorisé, ni directement, ni indirectement, une opération pareille. Vraiment, comme Mitterrand, les yeux dans les yeux, vous pouvez dire les yeux dans les yeux, je ne savais pas. Vous le dis. Bien sûr, je ne savais pas. C'est une chose que j'hésite à dire, mais il arrive dans des entreprises internationales qu'on doit faire ce genre de choses. Ça m'est arrivé dans ma carrière, vous n'êtes pas au courant. Parce que j'ai utilisé des entreprises de premier rang qui ont bien fait leur travail, et voilà. Oui. Donc, la banque, ça n'est pas le monde de Choupi. En réalité, il y a souvent des surveillances. Écoutez, je n'utiliserai pas le mot souvent, mais c'est une arme légitime que la banque doit parfois, malheureusement, utiliser pour protéger ses intérêts. Dans des vies antérieures. Mais dans ce cas-là, c'était inapproprié. C'était inapproprié. Donc je dis, les personnes ont agi de bonne foi. C'était inapproprié et c'était disproportionné. Moi, confronté à cette situation, ce que j'ai fait essentiellement, c'est prendre des mesures de rétention des personnes qu'on pensait à risque. Et j'ai passé beaucoup de temps avec ces personnes-là. Et c'était ça la réponse. Et d'ailleurs, ces personnes-là sont toujours ici. La part personnelle, votre conflit avec M. Kahn, le différend que vous auriez eu avec lui en janvier, est-ce que ça c'est vrai ? Je ne vais vraiment pas commenter là-dessus. Ce que je peux vous dire, c'est que je n'ai jamais laissé des considérations personnelles avoir un impact sur mon travail en tant que professionnel, et que les résultats de la division de M. Kahn, postérieurement à ces incidents qui sont censés s'être passés en janvier, au premier et au second trimestre, auraient été excellents jusqu'au jour où il est parti. Donc nous avons travaillé ensemble de façon efficace, et les résultats le prouvent. Et d'ailleurs, sa division a eu un très bon trimestre aussi, après son départ. Derrière l'affaire, un vrai enjeu, on en parlait, s'arracher les gestionnaires de fortune, empêcher qu'ils aillent à d'autres, c'est une vraie concurrence. C'est une vraie concurrence, mais c'est quelque chose qui existe, qui arrive. Je vais vous donner un chiffre, pour tout ce qui a été écrit. Il y a des départs de Crédit Suisse, mais d'autres banques aussi, dont on étudie de façon relativement proche ce qui se passe. Quand un client part, et quand le responsable d'un client part, nous gardons 92% des actifs sous gestion. Donc nous sommes très très bons à garder. Donc l'idée qu'il y a une panique qui s'installe parce que quelqu'un part est simplement supportée par les faits. Nos résultats dans ce domaine sont très bons. On arrive vraiment parce que les gens sont fidèles à l'institution. À quel moment vous avez été mis au courant de la surveillance ? Quand il y a eu des problèmes et que des gens ont été arrêtés. Voilà. Dans la rue. Oui, c'est là que tout a commencé. Et là, vous petit à petit, les choses se sont... Je me suis dit, ça ne va pas être facile à gérer. Voilà. Mais moi, je crois dans toute chose que... En fait, c'est pour ça que j'ai été silencieux. Il y a eu vraiment... j'ai été confronté à des campagnes dans ma vie. Je n'ai jamais eu à faire face à une telle accumulation de mensonges. J'ai eu droit ici à... il prend l'hélicoptère pour aller partout. Ce qu'on a démenti par écrit, qui continue à être imprimé. On continue même à me le reprocher. J'ai eu droit à... Il a converti sa femme à l'islam alors que je me suis marié dans une église. J'ai eu droit à toutes sortes de choses. On a voulu votre peau. Écoutez, je ne porte pas de jugement là-dessus. Mais je dis, je suis simplement, chaque jour, quand je lis certains médias, étonné par jusqu'où les gens iront pour faire du tort à ma petite personne. Je ne suis pas si important que ça, mais certaines personnes sont certainement très focalisées sur moi. Vous avez entendu toutes ces analyses disant, voilà, d'une certaine façon, la greffe a été difficile. Vous êtes tellement différent du monde bancaire zurichois traditionnel, c'est vrai encore ? Il y a différents niveaux dans cette histoire. Moi, ce que j'observe, je le dirai toujours, c'est que l'homme de la rue, ici en Suisse, ou la femme de la rue, me traite très, très, très bien.
En 4 ans et demi de présence en Suisse, je n'ai jamais eu un seul incident. Que ce soit dans la rue, dans les transports. Et quand les gens m'approchent, c'est pour me dire des choses intéressantes ou sympathiques. Même au cœur de cette tempête, je devais repartir en voiture. La voiture était en retard, j'attendais pendant une demi-heure. Il y a 6 personnes qui sont arrêtées. On tapait sur l'épaule, me dit vous en faites pas, ça va aller. Non mais vraiment, je n'invente pas. Mais dans l'élite qui m'a donné son numéro. Dans l'élite financière, ça va moins bien. Je ne sais pas, il faut leur poser la question. Dans le quartier où vous êtes, à Hergibert, vos voisins, etc., tous ces gens qui représentent une certaine tradition zurichoise. Je n'ai vraiment aucun problème. C'est peut-être difficile à croire quand on lit les médias. Je n'ai aucun problème. En juin, mon voisin d'en face m'a invité à une réception très 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 sympathique. Il se trouve qu'il y a un autre agent de Crédit Suisse qui emménage derrière moi. Il m'a envoyé une lettre très gentille en disant qu'il arrivait dans le quartier. Il nous a expliqué les travaux qu'il allait faire. Il est venu d'ailleurs à la fameuse réception de janvier et je n'ai eu aucun incident avec lui parce que c'est quelqu'un qui se comporte bien. Ouais. Le banquier zurichois traditionnel, quand même un peu zwinglien, un peu froid, etc., c'est une légende aujourd'hui? Ou ça, il y en a encore quand même beaucoup? Moi, dans mes relations avec les gens, ce que j'observe, c'est que les gens sont sympathiques, constructifs. J'ai vraiment eu un accueil du Crédit Suisse extraordinairement positif. Je pense que ce qui est clair, c'est qu'il y a un sujet entre les médias suisses et moi. Je ne sais pas à quoi ça tient, c'est une question à leur poser. Mais en dehors des médias, j'étais hier avec le président Maurer à une réunion qui est toujours adorable quand on se voit, qui me remercie pour le travail que j'ai fait, qui me soutient, les autorités, que ce soit la Banque centrale, FINMA, etc. Il n'y a pas que les médias. On a vu dans les assemblées générales, par exemple, ça peut être très très dur ici. Hein. Ça, vous l'avez vu. Oui, mais ça, c'est la même chose en Angleterre. J'étais CEO en Angleterre, c'est la même chose. Les gens investissent de l'argent et Crédit Suisse a vu son action baisser de façon très 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 importante pendant la période de nettoyage. Je ferai observer d'ailleurs que depuis qu'on a fini la restructuration, l'action a monté de 20% cette année. J'ai toujours dit, écoutez, une fois qu'on aura fini cette période de nettoyage, il n'y a pas d'autre mot, vous pourrez voir que la banque restructurée sera capable de créer de la valeur. Et c'est ce qu'on voit maintenant. Bon résultat, l'action qui évolue, etc. Mais l'affaire Cannes a quand même fait perdre à l'action sur le moment. Pas beaucoup. Pas 10%. Pas beaucoup. Pas beaucoup, ça a été effacé. Les actionnaires leaders ont tous dit, moi je vais acheter. Donc nos grands actionnaires ont exprimé un soutien sans faille à l'équipe de management et c'est pour ça que je suis toujours là. Vous êtes un banquier atypique, extrêmement cultivé. Alors, je vous ai entendu citer Dostoïevski, Platon, voilà, la musique, etc. Est-ce que ça aide dans l'exercice du métier au sens propre? Oui, moi je crois de toute façon beaucoup en la diversité. Je pense qu'avoir des profils différents, c'est bon dans n'importe quel secteur, dans n'importe quelle activité. Et que la vérité souvent vient de regarder les choses de façon différente, avec une perspective un peu différente. Sinon on ferait des portraits robots et on n'embaucherait que des robots. Ouais. Dieu merci, la vie n'est pas comme ça. Ça permet de mettre les choses en perspective, d'avoir des références. Je dirais peut-être aussi de garder le cap. Pour citer quelqu'un, c'est Sénèque qui a dit « Il n'est pas de vent favorable pour celui qui ne sait où il veut aller ». Donc tous ces repères historiques, c'est une boussole aussi quand les choses deviennent difficiles. Ouais. Vous citiez ce proverbe baoulé qui dit « Sur le chemin accidenté, il faut garder les hanches droites hein ». Vous avez retenu. Vous avez retenu. Non, écoutez, moi, ça vous a servi ces derniers temps? Oui, il faut écouter. Premièrement, vous avez été blessé, franchement. Je suis peiné pour nos clients. Ouais. Je suis peiné pour nos employés. Je suis peiné pour nos actionnaires, qui sont les 3 groupes auxquels je suis redevable. Et je vais terminer sans remercier vraiment nos clients. Est-ce qu'il y a un mea culpa? Est-ce qu'à un moment donné, vous avez... est-ce qu'il y a quelque chose que vous regrettez? Non, vraiment non. La petite part personnelle, visiblement, il y a une crise personnelle, ça arrive dans les entreprises, hein, avec M. Kahn et autres. N'a eu aucun effet, je le dis on the record et j'invite qui que ce soit à me démentir, n'a eu aucun effet sur la manière dont je travaillais avec lui. Ça a été rapporté indépendamment au board et donc voilà tout. Ça n'a eu aucun effet jusqu'au dernier jour. Vous avez vécu des tempêtes, hein. Je me rappelle à Londres, c'est vous qui rapportiez ces propos, hein, ces actionnaires qui disaient quoi, ce nègre, c'était les propos que vous disiez. Un de mes 10 premiers actionnaires, oui. Un des plus grands actionnaires, voilà. Là, ça vous a blindé? C'est un point compliqué. Est-ce qu'une certaine forme d'injustice ou de discrimination rend plus fort? Oui, certainement. Est-ce que la vie ne serait pas plus agréable sans avoir à affronter ce genre de choses? Oui, certainement. Vous restez au Crédit Suisse?
Absolument. Ouais. Je suis là, les résultats sont bons. C'est ce qui est important, parce que finalement, on a voulu faire de cette affaire un scandale, mais des scandales financiers, c'est des moments où les gens perdent des centaines de millions de dollars ou des millions de dollars. C'est pas une filature ratée dans les rues de Zurich quand même. Si je pense que quelque part, j'ai dit, c'est peut-être la mesure d'une certaine réussite, le fait que quelque chose de cette nature soit aussi scandaleux venant du Crédit Suisse. Mais je crois que ce qui est bien, c'est quand je lis les rapports du Financial Stability Board au niveau mondial, je vois qu'on est maintenant passé de la catégorie des banques les plus risquées pour le système financier international aux banques les moins risquées pour le système financier international. Je pense que nous avons rendu un service à la Suisse en faisant ça. Et qu'il faut garder le sens des proportions. Ce qui embarrasse un centre financier, c'est d'avoir des banques qui font faillite. Ce qui embarrasse un centre financier, c'est d'avoir des banques qui coûtent aux contribuables. Nous avons redressé le Crédit Suisse sans demander aux contribuables suisses un centime. Le Crédit Suisse aujourd'hui est en très bonne santé et comparable. Contrairement à d'autres. Nous avons redressé, c'est quand même quelque chose, c'est à moi de le dire puisque personne ne le dit. Nous avons redressé le Crédit Suisse qui a maintenant des performances de qualité internationale sur nos ressources internes et sans faire appel aux contribuables. Un dernier mot sur la Suisse. La banque suisse, on est vraiment ici au cœur du cœur, un Paradeplatz, Crédit Suisse. Voilà. L'avenir de la banque en Suisse, c'est quoi? Sur quoi elle peut encore gagner? Absolument. On a plusieurs choses. Premièrement, j'ai dit, nous vendons à nos clients de la sécurité. Ouais. Nous sommes sûrs, pas secrets. Ouais. C'est très différent. Donc le modèle qui était basé sur le secret, qui nécessairement va attirer de l'argent sale, est à bannir. Et peut-être qu'une des dimensions où j'ai dérangé, c'est en poussant, comment dire ça, en éliminant certaines pratiques, et je suis critiqué par des gens dont la gestion les conduirait en prison tout droit aujourd'hui, ou qui ont fait des choses sur la base des dossiers internes que je connais, qui les conduiraient en prison. C'est sûr que ces gens-là me critiquent, parce que je nettoie. Ça, ce sont vos ennemis? Je nettoie, oui. Donc ça fait pas, on ne se fait pas des amis, il faut voir qui critique. Bon. Et je pense que le travail de nettoyage, il est bon pour la Suisse, et ça, c'est la construction d'un modèle qui est viable, et qui permettra à la finance suisse de se développer, parce que la Suisse est un pays sûr, et c'est quelque chose que les gens recherchent. Et plus le monde devient incertain, comme on commente avec toutes les incertitudes géopolitiques, mieux nous, ici en Suisse, on est placés. C'est affreux à dire, mais de ce point de vue, les malheurs du monde nous profitent. Les incertitudes de l'Europe, du Brexit, du populisme, etc., tout ça pour la Suisse. Oui, mais c'est aussi le mérite de la Suisse. C'est parce que la Suisse est arrivée à fonctionner de façon sûre et stable qu'aujourd'hui elle a ce bénéfice. Deuxièmement, il y a le fait d'être suisse. Partout où je vais dans le monde, je suis bien accueilli. Et ça, c'est extraordinaire pour un banquier. Les banquiers qui ont des passeports différents, qui représentent des pays différents, sont moins bien accueillis. Quand je vais en Chine aujourd'hui, je peux vous dire objectivement, les choses sont plus difficiles pour les banquiers américains que pour moi. Vous êtes suicisé, Tidjane Thiam. Vous pouvez vous naturaliser. Non mais c'était Trichet qui disait on a laissé partir Tidjane Thiam. Je regrette d'avoir répondu à cette question, vraiment. Quelquefois, ma sincérité me crée des ennuis. Parce que si vous remarquez, les attaques ont commencé quand dans une interview on m'a demandé si je voulais devenir suisse. J'ai dit oui, pourquoi pas un jour si les conditions sont réunies. Il y a eu, il veut devenir chairman. Il y a eu des articles. Je sais qui les a inspirés. Je sais qui sont ces gens. Je connais leurs noms. Ces gens qui me font de grands sourires. Et toute cette campagne a commencé. On m'a attribué des ambitions que je n'ai pas. Donc finalement, c'est vraiment un cas où quelqu'un a été puni pour avoir trop d'admiration exprimée. Trop d'admiration pour un pays, ce qui je trouve. Vous voulez dire, pour certains, on veut bien que vous soyez là, mais pas trop, c'est ça? Je vous laisse libre d'interpréter ce qu'ils ont fait, mais c'est clair que le fait d'avoir dit ça ne m'a valu que des ennuis. Alors vous serez suisse. Je ne vais plus jamais répondre à cette question. Est là. Je ne vais plus jamais répondre à cette question. Parce que vraiment, voilà. Une fois, ok, deux fois, non. Merci, Tidjane Thiam. Voilà, merci beaucoup. Darius, merci. Pardonnez-moi avec le matin dimanche.